Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les deux premières postes aériennes France Indochine de 1929. Elles sont toutes les deux parties du Bourget, avec deux appareils bien évidemment différents. On va essayer de comprendre un petit peu pour quelles raisons, puis on va essayer de suivre chacun de ces deux vols. Mais surtout, ce que je vais vous présenter, c'est des plis qui sont un petit peu différents des plis qu'on a l'habitude de voir. Ils ont des particularités. C'est surtout ça qui nous intéressera aujourd'hui. Donc, vous connaissez tous cette marque. C'est la marque du premier vol, celui qui est parti du Bourget, mais qui s'est arrêté à Istres. Il a la marque du 18 février 29, Poste aérienne France Indochine. Tout le monde connaît cette marque, elle est bien connue. Les protagonistes, les voilà. À gauche, le mécanicien Jousse, qui est un ancien mécanicien militaire qui a participé à des bombardements pendant la Première Guerre mondiale. Au centre, on a Paillard. Paillard, c'est le pilote. Il est très saillant dans sa tenue, là, avec des guêtres. Il a toujours été bien habillé, cet homme. Et lui aussi, c'était un spécialiste des bombardiers pendant la Première Guerre mondiale. Et puis le plus connu des trois, à droite, on le connaît tous, hein, c'est Jean-Marie Lebrix. Lui, ce n'est pas du tout un pilote de la Première Guerre mondiale, bien au contraire, lui, c'est un marin. Sa spécialité, c'est la navigation, mais par la suite, il va passer son brevet de pilote et ça va être son premier vol aéropostal de l'année 1929. Il y en aura un deuxième. Ce deuxième vol sera présenté dans la prochaine revue du CAF. Alors, l'appareil qui est derrière eux, le voilà. C'est l'appareil du vol. C'est un Bernard 197 GR. Alors, si on regarde bien la motorisation, est-ce que vous voyez ma petite flèche là? Oui, oui. Donc, on voit bien qu'il y a quatre pipes d'échappement, ce qui signifie que c'est à 3 fois 4, 12. C'est un moteur en W. C'est à 12 cylindres en W. Alors à cette époque-là, il y avait seulement deux constructeurs en France qui en produisaient. C'était Farman, d'une part, et d'autre part, c'était Lorraine Dietrich. Et celui-ci, c'est à Lorraine Dietrich, qui affiche à peu près 500 chevaux. C'est un avion qui est très proche de l'avion qu'on peut voir au Bourget d'exposer l'oiseau canari. C'est quasiment le même appareil. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on a ici sur l'appareil une cigogne, alors que le moteur n'est pas un hispano-suiza, hein. La cigogne est l'emblème d'hispano-suiza, et qu'aucun des pilotes, aucun des membres de l'équipage n'a servi dans l'escadrille des cigognes. Alors pourquoi une cigogne sur cet appareil? Ça, c'est encore pour moi un petit point d'interrogation. L'origine du vol. L'origine du vol, elle provient de cet homme. Je pense que vous le connaissez tous, hein, c'est André Leroynac, qui est depuis septembre 28 le premier ministre de l'air en France. Il a été plusieurs fois sous-secrétaire d'État, etc. Et au fil du temps, on en est arrivé à réussir, grâce à lui, à subventionner et à restructurer l'aviation française, que ce soit l'aviation de construction ou que ce soit l'aviation commerciale. Il faut quand même savoir qu'à cette époque-là, hein, l'avion que je viens de vous présenter, il circulait sur les lignes d'une compagnie et la compagnie, à cette époque-là, était subventionnée à 80% et elle faisait un bénéfice de seulement 20%. Ce qui a changé par la suite lorsque tout a été restructuré par Pierre Cotte. Et là, on a inversé les chiffres. La subvention n'était plus que de 20% et les bénéfices de 80%. Donc les choses ont évolué avec pas mal de temps. Il a fallu beaucoup de temps puisque tout de suite après la Première Guerre mondiale, euh, il restait
près 12 000 appareils de tout genre sur les tarmacs, environ 150 000 aviateurs, environ 190 000 ouvriers. Donc, il fallait trouver du travail pour tous ces pilotes et tous ces mécaniciens. Et l'idée, ça a été de relancer l'aviation commerciale. Et c'est seulement là, 10 ans après, que ça a commencé à prendre un peu d'ampleur. Alors, ça va être surprenant, mais c'est surtout parce que l'Allemagne a réussi à remonter la pente et à faire quelques bénéfices. Et ça a entraîné la relance de l'économie européenne globalement. Alors, revenons à nos moutons. Voilà la carte du vol sur lequel a eu lieu le périple de, de notre aéropostal, de notre vol aéropostal. Alors, au départ, le courrier a été installé dans la soute de notre Bernard au Bourget, mais l'avion a fait une halte à Istres. Et c'est vraiment de là que l'avion est parti pour aller 7 jours plus tard s'écraser en Birmanie, 11 200 km plus loin, à Moulmein. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, moi je prononce à la Lorraine, hein, Moulmein. Peut-être que ça se prononce un peu différemment. La particularité de ces plis, la particularité de ces plis, hein, c'est, voilà, ils sont tous arrivés à destination, puisque après que l'avion s'écrase en Birmanie, le courrier part par la voie terrestre. Alors, exactement laquelle, ça, j'en sais trop rien. Peut-être que parmi vous, certains ont plus d'informations. Mais toujours est-il que on a à peu près 30 kilos de courrier qui a circulé, soit environ, hein, moi je pars du principe que la moyenne est 10 grammes par pli, donc en gros on a 3000 plis. On peut retrouver deux types de marques sur ces courriers, soit celle de gauche, tout à fait classique, soit celle de droite avec ce petit pont. C'est les deux qu'on trouvera. Pour ce que, pour ce qui est des plis, voilà ce qu'on peut considérer comme étant un pli classique, un pli ordinaire. Alors la particularité de tous ces plis, hein, c'est le moment d'en parler, c'est qu'ils doivent satisfaire à certaines conditions. Alors, pour participer aux deux vols postaux, il faut déjà que les courriers soient postés sur le territoire de France métropolitaine et qu'ils soient à destination de l'Indochine. Alors, je vais vous en présenter deux, malgré tout, qui n'ont pas été postés sur le territoire. Vous allez le voir, c'est assez surprenant. Et ensuite, en gros, il faut qu'ils soient postés entre le 13 février et le 18 février. Alors, bien évidemment, le 18 février, là, ça sera le vol qui va partir avec Coste, Bélante et Codos aux commandes, qui ira se cracher un peu plus loin, mais ce ne sera pas celui-là. Pour celui-là, les courriers seront arrêtés le 17 février. À partir de là, il sera trop tard pour passer sur ce vol. Chaque pli, une fois qu'il a été posté, sera transféré par dépêche au centre Paris Gare PLM, donc pour Paris, Lyon, Méditerranée, et ça sera le PLM étranger, avec aucune oblitération sur les timbres-poste, mais la position du timbre à date du lieu d'expédition de l'enveloppe. Pour le timbre-poste, ben, comme vous le voyez en haut à droite, on aura un cachet spécial. Vous avez donc ici hein, le cachet spécial sur les timbres pour oblitérer l'affranchissement et vous avez ben, le cachet du lieu où a été posté le courrier. Bon, de là, lorsqu'on est à Paris-Gare PLM, le courrier est dirigé vers la gare aérienne du Bourget, où il est apposé le cachet spécial là, hein, que vous voyez tout en haut à droite. Cachet spécial pour la circonstance. Le courrier ensuite bah, est confié à l'un des deux appareils. Alors, pour la façon dont ça a été distribué d'un appareil à un autre, j'ai aucune information particulière. Par contre, ce que je peux dire, c'est que certains expéditeurs ont noté sur le courrier
un choix d'appareil. Donc, c'est celui qu'a pris dans la mesure du possible, c'est celui-là qui a pris le courrier. Et enfin, on peut voir ici, par exemple, que le courrier pour un œil, c'est le cas de la grande majorité hein, des courriers. L'appareil va aller à Saïgon et le courrier est soit pour Saïgon, soit pour un œil de la grande majorité. Voilà tout ce qu'on peut dire globalement. Donc, je vous ai dit que globalement aussi, là, la totalité des plis est répartie sur les deux vols, mais que le courrier transitant par Istres sera traité en premier puisqu'il va partir un tout petit peu plus tôt, quelques heures avant le premier. Voilà. Dernière chose, il est obligatoire d'indiquer ses coordonnées postales sur l'enveloppe, de telle sorte à pouvoir expédier le courrier chez l'expéditeur en cas de souci. C'est d'ailleurs ce qu'il y a eu sur le second vol, pas sur celui-là. Voilà pour les grandes lignes de ce vol. Plus grand chose à dire, à part que ce courrier est accidenté. On va retrouver sur ce pli, maintenant on va plus s'intéresser qu'à celui-là, on va retrouver soit une enveloppe telle que celle-là, sans marque particulière, signifiant qu'elle a été accidentée, mais on pourra, comme sur la seconde, jeter un petit coup d'œil et voir que celle-ci a été marquée, courrier accidenté. La frappe a été apposée à Saïgon lorsque le courrier est arrivé à destination le 9 mars. Alors généralement, on retrouve qu'une seule marque ou on n'en retrouve pas du tout. C'est pas systématique hein, sur ces plis. Rien d'autre à dire. J'ai passé tout à l'heure le coût. Hein, vous aviez, comme sur celui-ci, une lettre à 10 francs 50, hein, 50 centimes pour le transport de la lettre, et puis 10 francs pour le transport de la surtaxe aérienne. C'était 10 francs par 10 grammes. C'était un tarif mis en place pour ce vol. Sur ce vol-ci, le tarif est le même. Si le tarif est le même, je ne représente pas à nouveau l'évolution des tarifs. Par contre, s'il évolue, comme sur celui que vous allez voir à présent, je représente les tarifs. Alors sur celui-ci, il y a une petite particularité là, vous la voyez, je pense que le préposé des postes a dû frapper la marque à l'envers et il en a remis une autre à l'endroit. Ça fait qu'il y en a deux. C'est très rare de voir deux sur ces courriers. L'enveloppe a un peu souffert, hein, elle a été pliée dans tous les sens, mais globalement, celle-ci a une masse comprise entre 10 et 20 grammes, ce qui fait qu'on a un beau merçon à 20 francs, qui correspond à la surtaxe aérienne. On peut aussi voir ces 20 francs sous la forme de deux merçons. La particularité de cette enveloppe-ci, c'est la petite signature de Lebrix. Voilà, sinon, rien de bien particulier. Alors, elle est assez quand même rigolote dans la mesure où elle a été postée à Marseille. De Marseille, elle est montée au Bourget par dépêche, et puis elle est redescendue avec l'avion du vol jusqu'à Istres, hein, juste à côté de Marseille. Donc, elle a commencé déjà à voyager en France. Pour ce qui est du tarif, c'est le même tarif que tout à l'heure. En plus, celle-ci, elle a un franc supplémentaire pour la recommandation. C'est la première recommandée que vous voyez. On peut monter encore un peu plus haut dans les échelons de poids, puisqu'en voici une à 30 francs 75. Alors, les 30 francs 75, elles sont réparties pour la lettre à 75 centimes, puisqu'elle est comprise entre 20 et 50 grammes. Elle doit même être comprise entre 20 et 30 grammes, puisqu'on ne demande que 30 francs pour le transport du pli par voie aérienne.
Généralement, ce sont des plis qui sont bien conservés. L'accident, hein, de l'appareil n'a pas eu d'impact sur les enveloppes. Les enveloppes ont, en règle générale, toujours un bel aspect. L'appareil n'a pas brûlé, l'appareil n'a pas été inondé par de l'eau, bien qu'il est tombé, semble-t-il, dans une rizière ou un champ très humide. On va arriver maintenant à un pli qui est des plus surprenants. Le voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, tous les plis devaient être postés en France. Et pourtant, celui-ci a été posté à l'étranger, a été posté en Suisse. Alors, bien évidemment, ben, il ne respecte pas le cahier des charges, parce que le cahier des charges souhaitait que les timbres ne soient pas frappés de la marque du départ. Pourtant, là, les timbres ont été frappés à Genève. Et vous savez que sur ce vol, hein, il y a eu annulation. On en verra tout à l'heure de l'affranchissement si bah, il avait été frappé au départ. Dans ce cas-là, bah, on a fait sans doute une exception, hein, puisque les timbres n'ont pas été annulés et des timbres français n'ont pas remplacé les timbres d'origine suisse. L'enveloppe a été postée à Genève et elle a pris un vol direct jusqu'au Bourget par Air Union. Alors quel appareil ça, je ne peux pas vous le dire, j'ai pas fait trop de recherches là-dessus. Par contre, il semblerait que ce genre de pli, il en existe cinq ou six. Ben, moi, j'en ai vu qu'un seul pour l'instant, c'est celui-là. J'ai un ouvrage sur la poste suisse où semble-t-il devait y paraître des informations, mais je n'y ai absolument rien trouvé. La particularité également, bah, de ce pli, c'est qu'elle a été signée par Dieudonné Coste. On le voit en bas à droite. Et puis, c'est déjà pas mal. Alors, on peut aussi voir qu'elle est affranchie avec des timbres Icar, dont le timbre orangé à 75 centimes et ce timbre-là à 35 centimes qui ont une petite particularité, c'est que ce sont des timbres dans lesquels on peut trouver des fragments de fil de soie. Ce sont tous les deux des timbres particuliers de la poste aérienne suisse. Ils ont donc été, à raison, placés sur cette enveloppe. On va s'intéresser au tarif de l'enveloppe. L'affranchissement, si on regarde les choses d'un peu plus près, est un affranchissement à 3 francs 20. Alors 3 francs 20 suisses. Donc je vais regarder ça un peu plus en détail. Donc il y a d'une part un transport de courrier entre la Suisse et la France. Les tarifs qui sont présentés ici sont les tarifs suisses. Donc la lettre pour l'étranger de la Suisse en France bah, demande 30 centimes. La surtaxe aérienne suisse, 10 centimes par 20 grammes. Et ensuite la recommandation est de 40 centimes entre la Suisse et la France. On a donc un tarif de 80 centimes. 80 centimes suisses. De l'autre côté, il faut payer le transport entre la France et l'Indochine. Donc bah là, c'est toujours la même chose, hein. On a une lettre à moins de 20 grammes, 50 centimes. On a la surtaxe aérienne, 10 francs par 10 grammes. Et puis, on a la recommandation à 1 franc, ce qui nous fait 11 francs 50. 11 francs 50, ça correspondait à l'époque à 2 francs suisses 41. En gros, la parité était de 0,21 francs suisses pour un franc français. Ce qui fait qu'on a 2 francs 41 plus 80 centimes, qui correspond à 3 francs 21 suisses. Ça a été arrondi à 3 francs 20. Voilà l'appli qui est, moi, que je trouve très esthétique. Il me plaît bien. Puis j'adore aussi les timbres suisses à l'effigie d'Icor. Oui, c'est une belle lettre. Alors, je poursuis là aussi. Hop, on continue. Il y a une petite particularité sur ce pli. On n'en voit pas beaucoup.
des plis de ce type-là sur le vol. Alors, je vais vous mettre un peu en contribution. À votre avis, quelle est la particularité de ce pli? Il y a une taxe, Il mais est taxé. Il est taxé. Alors, c'est oui, mais je pense que c'est une poste restante. C'est vrai. Mais il J'avais même pas. faut. Alors, la particularité, on n'en voit pas beaucoup non plus, c'est que bah, c'est un entier postal sur lequel a été rajouté des timbres pour arriver où on se rend sa compte. Et c'est vrai qu'il a cette taxe. Alors, ce pli-là, moi, j'ai fait un petit montage avec. Vous devez sans doute l'avoir aperçu, mais j'ai récupéré ce pli sans les deux timbres qui se trouvent à gauche. Et je pense qu'il s'agissait de ces deux-là. Vous voyez que déjà les frappes qui sont sur le timbre, sur le merceau à sac froid en bas à gauche, là, ne correspondent pas à ceux de l'enveloppe. J'ai mis cela pour qu'il y ait un petit aspect esthétique, sinon elle n'est pas très jolie, l'enveloppe sur les deux timbres. Mais ça plie forcément en se France 50, hein. Alors sa particularité, voilà, c'est surtout le fait, on en voit très peu, c'est le fait que ça soit un entier postal. Il y a quelques types de plis qu'on voit pas beaucoup, ce sont les entiers postaux et ce sont les cartes postales. Alors la poste restante, c'est une poste restante du 1er mai 26 à 30 centimes. oui, mais alors comment se fait-il? C'est toi qui as rajouté les timbres de 5 francs et 1 franc? C'est moi Oui. qui, ouais, ils sont juste posés dessus au moment où j'ai scanné, oui, oui, Ah, d'accord. parce que ils ont été détachés. Oui. Ah bon? Ah bon, ou ils ont été détachés d'où? Ça, je peux pas te dire. Moi, j'ai récupéré le courrier comme ça. Et, Il n'y a et pas de au dos, poste. C'était qu'est-ce peut-être qu'il un a? collectionneur qui a souhaité récupérer, je sais pas. C'est dommage. Et pourquoi poste restante? Ben, il faut voir au dos si Alors la ben, personne. je vais présenter le dos. D'accord. Il y a la solution au dos, le voilà. Voilà, ben, lié, la poste Elle restante. y est la poste restante, mais c'est une poste restante pour la France. Oui, mais c'est normal, il l'a payé Hmm, comme ça, il n'avait pas besoin de. hmm. Alors là Il n'y a aussi, pas de trace de timbre disparu, hein. Non, 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 non. non, ça a dû être retiré par la suite, une fois que le pli a été enfin, vendu à quelqu'un ou je sais pas. Enfin bon, ça, ils ont été retirés. Non, mais Alors là, c'est l'occasion aussi, on voit sur ce pli, je les ai pas présentés, mais je le présenterai sur le prochain vol. Ce sont les marques de la gare PLM étranger. En voilà une du 15. Donc on va retrouver sur ce vol essentiellement du 14 février au 17 février. Et sur le vol suivant, ça pourra se poursuivre jusqu'au 18 février. Et là, on a la marque de la poste restante. Du Louvre, normalement, le bureau du Louvre. tu peux remettre le recto, c'est quand même bizarre, qui est, parce qu'on voit pas de traces Il faudrait qu'il les enlève. de timbre qui aurait été enlevé. Ah, mais si je retire, si je te montre l'enveloppe Ah sans les oui, deux ça serait timbres, mieux, là, oui. on le voit Ah tout bon? de suite. Ah, ils étaient là, tu veux dire, ils étaient à cet Non, endroit. non, moi j'ai pris un autre Merceau, j'ai pris Oui, non, mais ça j'ai un bien autre compris. semeuse, et puis hop. Mais ils étaient à cet endroit-là, oui, ça se voit. Puisque la marque ici, là, celle que tu vois ici, là, elle a été Ah, d'accord, interrompue, hein. Elle a été d'accord, interrompue. Oui, oui. d'accord, d'accord, On voit des restes de colle aussi, oui, oui. Ah, ouais. d'accord, d'accord. Alors, ce qu'on retrouve aussi, hein, qu'on voit pas fréquemment non plus sur ces vols, c'est la griffe. C'est une griffe de retour à l'envoyeur. Et puis, on voit cette marque ici, rectangulaire, retour à l'envoyeur. Et puis là, inconnu. Donc, c'était euh, sans doute un philatéliste, hein, qui a envoyé ce courrier à une personne inexistante et puis qui l'a fait revenir. Et il l'a récupéré donc dans la boîte à la poste restante du bureau du Louvre. Il le signale bien, hein.
Si le courrier n'est pas délivré, bah, retournez-le. Hein, tac. Voilà, maintenant on va arriver dans les fameux plis. Et cette grosse griffe marquée griffe, au cas où on ne voyait pas que c'était. Pour toi, c'est quoi? Ou quelqu'un a l'explication de cette grosse Ça, griffe? c'est une griffe de retour à l'envoyeur. Ça signifie retour à l'envoyeur. Sur ce pli, on trouve de la griffe A. Sur le vol en direction passant par Istres, on trouve des griffes A. Et sur le vol directement qui s'est écrasé à Bondy, on trouvera des griffes B. Je n'ai vu que 2 fois une griffe A sur le vol, et je vous en présenterai une tout à l'heure, sur le vol qui s'est écrasé à Bondy. La griffe B, c'est laquelle dont tu Elle parles? n'est pas là, bah, c'est la même chose, hein. Mais je j'ai aucune idée des origines. Ça, je peux pas te dire. Je n'ai pas cherché. Ça La m'a pas griffe, semblé la griffe essentiel. B, on l'a dans le bouquin de Collot sur la ligne Noguès. Ah bon? Oui, page 59. Page 59, j'y vais. Oui. Ok, Je ouais, continue. oui, oui, continue. Oui, 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 oui. Alors, on va arriver maintenant à ces fameux courriers dont le franchissement a été annulé. Voilà. Bah, tout simplement, là, le bureau, là, ce bureau du Pas-de-Calais n'a pas respecté les consignes, hein, n'a pas respecté le cahier des charges, est venu frapper les timbres. Et donc, bah, l'administration n'a pas apprécié, puisque l'administration souhaitait que ce soit 7 marques qui soient posées sur les timbres. Donc, en gros, il y avait 2 solutions qui se présentaient alors à l'administration, hein. C'était soit d'essayer de faire parvenir le courrier à destination, bah, par la voie d'acheminement classique, hein, en laissant le courrier tel quel, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, une surtaxe a été réglée, et elle aurait été réglée en pure perte. Ça veut dire qu'au départ, bah, l'idée était de faire circuler le courrier par bateau. Voilà, tout simplement. Et puis finalement, il y avait donc une deuxième solution qui était de changer l'affranchissement aux frais, aux frais de l'administration, et de réaffranchir ce pli en mettant la marque qui est tout de suite à droite là, d'accord, France, Indochine, Poste Aérienne, directement sur les nouveaux timbres. Bah, c'est ce qui a été fait. Voilà. Mais à un moment donné, il y avait de l'hésitation. Et finalement, ah bah, voilà ce qu'il en suit. Toute la série de timbres là, de Pasteur et le Merson ont été remplacés par un Merson à 10 francs et 50 centimes en semeuse. Voilà. Et réaffranchi avec la marque de Poste Aérienne. Et donc, c'est l'administration qui mettait ces timbres, Voilà, et aux frais de l'administration, oui, l'administration des postes. Alors, sur ce vol, je n'ai absolument pas la moindre idée du nombre de plis qui ont été annulés. J'ai rien trouvé là-dessus. J'ai de la documentation sur le vol suivant, dont on va parler, mais sur celui-là, je n'ai absolument rien. oui, on le voit plus rarement sur ce premier vol, l'annulé. Autant on le voit plus régulièrement sur le suivant, autant sur celui-là. Sur celui-là, il est rare. Ouais. Hmm. Et pourquoi l'administration faisait une pareille fixette, à votre avis, sur le fait que c'est elle qui voulait mettre son cachet sur les timbres et pas de l'autre côté, sur le bureau de départ? Alors au départ, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un cahier des charges qui avait été établi. Et puis, bah, dans ce cas-là, ça ne respectait pas le cahier des charges. Mhm. Et donc, il fallait absolument, pour ce vol, c'était un vol un peu, j'en ai pas trop parlé, mais ce qu'on cherchait à faire, on cherchait à faire quelque chose d'un petit peu spécial. On voulait sortir de l'ordinaire, c'est peut-être le moment d'en parler, mais il faut savoir que à cette époque-là, on mettait à peu près 26 jours par bateau pour faire circuler un pli.
En avion, c'était à peu près la moitié, un peu moins de la moitié. Donc, ce qui était l'idée de base, c'était quand même d'essayer deux choses bien particulières. D'une part, d'augmenter et d'intensifier les liaisons épistolaires entre la France et la Chine. Et d'autre part, il y avait une idée sous-jacente, et c'est pour ça peut-être qu'il fallait absolument que ça soit noté poste aérienne, c'est d'expliquer qu'on pouvait projeter très rapidement de France en Indochine par l'intermédiaire des avions, du matériel et des hommes en cas de problème. Alors de problème de rébellion ou je ne sais trop quoi. Parce que à cette époque-là, il faut savoir que la France, en gros, hein, elle avait un empire colonial d'à peu près une quarantaine de territoires répartis sur toute la planète, avec à peu près une centaine de millions d'habitants. Et que l'Indochine, à elle tout seule, comptait déjà 23 millions d'habitants, ce qui était énorme. Mhm. C'était énorme. Et qui avait énormément de richesses à glaner là-bas. C'était l'intérêt de la chose, puisque on, on exploitait pas mal de richesses naturelles. On, on ramenait de là-bas du thé, du café, du charbon, du ciment. On ramenait quelques minerais métalliques, bien évidemment des bois exotiques, du riz, de la soie, du coton, du Des nems, tabac, des nems, etc. non. Oui. Et il restait encore une chose importante, c'est que on commençait à avoir des véhicules automobiles qui circulaient un peu partout. Il leur fallait des pneus et on avait besoin de caoutchouc naturel et donc du latex. Et de nombreuses forêts de d'EVA avaient été plantées en Indochine pour pouvoir cultiver et récupérer le latex. Tous les pays coloniaux ont fait ça. Les Allemands ont fait ça au Cameroun, les Belges ont fait ça au Congo et ainsi de suite, hein. Tout le monde tentait sa chance, hein. Et donc, on voulait absolument avoir cette suprématie là-bas pour pas perdre toutes ces richesses en tout genre. Voilà l'idée principale. Est-ce que j'ai peut-être dérivé, mais voilà pourquoi on voulait absolument qu'il y ait cette marque de poste aérienne de frapper sur le courrier. Mhm. C'est politique avant toute chose, hein. Malgré tout, malgré tout, on a des plis qui sont passés à travers les mailles du filet. Alors pour quelle raison, ça, j'en sais trop rien, mais ce courrier-là, ben, c'est un courrier, ben, il a été posté à Istres, et alors, je sais pas, hein, il n'a pas la marque non plus Gare PLM derrière lui. Alors, il a peut-être été mis directement dans l'avion, mais il n'a pas cette marque de poste aérienne spécialement créée pour le vol. Donc c'est un petit courrier particulier. Et il a bien son arrivée à Saigon, au dos, j'imagine. La voilà, D'accord. la voilà, oui, oui, elle y est. Et on a une autre adresse hein, que celle d'Istres, on a une adresse à Brest, en cas de retour. Donc on vous l'a une Oui, qui n'a pas qui est le. passée entre les mailles du filet ou qui n'a pas suivi le canal habituel, la voie qui avait été définie au départ. Donc c'est sa petite particularité. Mais il y a encore mieux. Il y a encore mieux. C'est le prochain. Je vous laisse l'apprécier. Il est pas mal non plus, celui-là. Alors celui-là, tout simplement, les timbres ont été oblitérés. Ça, il n'y a aucun doute, hein. Ils ont été oblitérés. Alors, le nom du village apparaît pas bien, hein, mais c'est à Tonnet-Boutonne, en Oh. Charente-Inférieure. Il a, les timbres ont été tous oblitérés et n'ont pas été annulés. Mais par contre, la marque de poste aérienne s'est superposée à la première.
sans qu'il n'y ait un nouvel réaffranchissement. Ça, c'est assez étonnant. C'est la première surprise de ce pli. La deuxième surprise de ce pli, eh ben, c'est cette fois-ci la taxation. Et c'est une véritable taxation. Il ne s'agit pas d'une poste restante, puisque le pli est suffisamment affranchi. Si on regarde de l'arrière du pli, voilà, on en a pour 4 francs à l'arrière, on en a pour 5 francs 50 à l'avant, donc 9 francs 50. Alors que l'affranchissement aurait dû être de 10 francs 50. Il manque donc 1 franc. Alors il faut savoir que la piastre, une piastre valait 10 francs. Donc en fait, on a rajouté en timbre taxe le double du manque d'affranchissement, c'est-à-dire 20 centimes de piastre, soit 2 francs de France métropolitaine. Alors, pour l'instant, c'est la seule enveloppe que j'ai vue de ce type-là, hein, Mhm. avec une taxation. J'en avais jamais vu avec taxation, j'ai eu la chance de tomber sur celle-là. Et ensuite, avec la double oblitération sur les timbres. Alors, sur ce vol, hein, puisque vous verrez la même chose sur le vol suivant. Alors pourquoi? Il peut y avoir plusieurs raisons, hein. Déjà, il n'y a pas eu de vérification certainement du tarif, il y a eu une erreur de tarif, ça c'est certain. Et puis ensuite, le pli, le vol est parti un peu plus tôt, les plis ont peut-être circulé un peu plus vite, sans être tous vérifiés à 100%. Mais là, on peut dire quand même que il a été vérifié puisqu'il a été frappé, hein, et qu'il y a eu à un moment donné un besoin pressant de faire circuler l'enveloppe sans la réaffranchir. Enfin, il y a une raison, hein, la raison réelle, je ne la connais pas vraiment, je fais des suppositions, des hypothèses. Mhm. Voilà pour le premier vol, donc pour le vol du 18 février. Maintenant, on va passer au vol qui est parti du Bourget, lui aussi, mais directement vers la Dauphine, et dont la marque est celle du 19 février. Alors sur ce vol, on aura beaucoup plus de plis, hein. La répartition a été assez surprenante, hein. Vous allez voir qu'il y a 4 fois plus de courriers que sur le premier. Ils auraient pu essayer de répartir un peu mieux les charges dans les avions, mais ça n'a pas été le cas. Ça a été réalisé un peu de manière aléatoire. L'équipage, tout le monde connaît ces 3 hommes, hein. Alors, on a Costa qui a déjà fait son tour du monde avec le Brix. On a à gauche, au milieu, Bélante, puis à droite, Kodos. Et ils se trouvent tous les trois devant le point d'interrogation. L'appareil, l'appareil, le voilà. C'est un avion bah, Breguet, hein, un Breguet 284 T. Le 284 est caché ici par le petit aileron, là, mais c'est un 284 T. C'est une machine dont les ailes sont les mêmes que celles du Breguet 19. Le train d'atterrissage est pas loin d'être le même également. La, la queue aussi. Le moteur est le même. Il n'y a que le fuselage central là, qui est creux pour pouvoir y loger des passagers. Alors sur cette photo, on peut même voir les jambes d'un mécanicien qui dépasse. Il est en train de travailler sur le moteur par l'arrière. Et on voit que ça commence déjà à devenir une grosse machine, hein, voyant la taille des mécaniciens qui se trouvent juste sous le moteur. Le moteur, cette fois-ci, c'est un Hispano-Suiza. C'est un moteur de 550 chevaux qui permettra à l'avion d'aller tranquillement jusqu'à l'autre bout de la planète. Mais ça ne sera pas le cas, vous le savez tous. Le voilà le matin, juste avant le départ. Il était 5h30 environ quand l'appareil a quitté l'aérodrome du Bourget. Il est parti avec environ 120 kilos de courrier, alors que dans l'autre cas, on en avait que 30.
Et puis là, j'ai une pièce de journal de l'époque hein, qui nous a dit que l'avion bah, s'est écrasé aux environs de 6h10 du matin. Alors, que s'est-il passé? Alors, quand on regarde l'appareil, là, on le voit écrasé. Déjà, la première chose, c'est que c'est un appareil qui était gorgé de carburant. C'est un appareil classique des réunions. Il n'a pas eu de modification particulière, mais les réservoirs étaient pleins à bord. Et déjà, il n'a pas pris feu. Il n'a pas pris feu parce que bah, il était équipé d'un système d'évacuation rapide. Ben, il n'a pas eu le Ils ont temps, dû hein. évacuer une partie des réservoirs déjà avant de toucher le sol, en sachant pertinemment que bah, ils allaient devoir se poser d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a beaucoup de propos qui sont tenus sur ce qui a bien pu se passer, mais apparemment, ça serait un robinet de réservoir qui aurait été monté à l'envers, d'après ce que j'ai compris. Ça veut dire qu'en pensant ouvrir le flux de carburant d'un réservoir au moteur vers les carburateurs, en fait, celui qui a actionné bah, les a fermés. Et puis, bah, le moteur n'était plus alimenté. Et malheureusement, il a dû se poser en catastrophe. Alors, ils n'ont pas eu beaucoup de chance parce que ils n'ont pas trouvé l'endroit idéal où se poser pour pouvoir repartir. Et puis, voilà, ils se sont posés juste à côté d'une voie de chemin de fer. Ils ont eu de la chance de ne pas encore s'écraser dessus. Ils ont rencontré un poteau puis qui a arraché l'aile gauche. Et puis l'aile droite s'est complètement affaissée et a cassé la partie, bon, on va le voir de toute façon, opposée de l'appareil. Il est complètement cassé, il est inutilisable. Les trois hommes s'en sont sortis, sains et saufs, c'est déjà l'essentiel. Alors voici une vue du côté aile cassée, avec des affaires qui sont ressorties de l'appareil. On voit que la toile tordue là bah, n'est plus tordue du tout, hein. L'appareil s'est tordu. Et on a des choses un petit peu surprenantes ici. Alors j'ai fait un agrandissement et on peut remarquer que sur le vol, on avait ici, bah, on a sorti le poste radio, on a sorti deux casques coloniaux, on a sorti un fusil, ils avaient besoin de ça à l'époque pour partir. On a ici un parachute et des valises à l'arrière. C'est ce que j'ai pu voir, découvrir en voyant cette photo. Ils avaient besoin de fusils à l'époque. C'est assez surprenant, donc ils avaient sans doute peur de se poser dans des régions dangereuses. Malgré tout, casque colonial, tout ça, je ne sais pas si c'était d'une grande utilité, mais ils ont embarqué pas mal de poids supplémentaires qui n'étaient pas forcément utiles pour le vol. Mais c'était sans doute l'usage à cette époque. Alors on va jeter un petit coup d'œil de l'autre côté et on voit que là, la machine est bien arrangée. Là, on voit qu'elle est hors d'usage. L'aile a été arrachée, il y a une roue qui traîne. Le, on voit que cette pièce-là, c'est celle qui maintient le train d'atterrissage vers la carlag, bah, est complètement arrachée également. Les trois hommes s'en sont bien sortis. Dernière vue de l'avion, là voilà. Un train passe à côté. L'appareil est cassé. Voilà, terminé pour ce vol hein, qui était prévu hein, sur une distance de plus de 12 000 km et qui n'a pas volé très loin. Bon, par contre, ça va faire des petites particularités. On va avoir des particularités de poste aérienne. Alors sur ce vol, ah bah, les marques qui sont présentées ici sont des marques du vol. Donc on a le PLM étranger du 14, on a le PLM étranger du 15, du 16, du 17 et du 18. On peut retrouver ces sacs marques à l'arrière. On ne trouvera pas d'autres. J'en ai jamais vu du 13. Et puis bah, le 19, c'était trop tard, hein. Alors ça se voit pas, il y a une borde là juste au-dessus, mais j'ai stipulé à cet endroit-là qu'on a environ 120 kilos de courrier. Donc comme tout à l'heure, hein, en partant du principe que la moyenne est de 10 grammes, ça nous fait environ 12 000 plis.
ce qui est énorme. Il y a beaucoup de plis qui circulent. On en trouve beaucoup. Alors, je commence par vous présenter le pli classique. Le voilà. Alors, pour un Mosellan, il n'est pas aussi classique que ça, puisqu'il a été posté à Metz, hein. Il a été posté dans ma région. Et puis, il a une belle vignette par avion, là. Elle est très jolie, c'est aussi un très beau pli. Alors, la nouveauté maintenant, hein, qu'on n'avait pas sur les autres plis et qui est systématique, c'est le raid interrompu par accident, retour à l'envoyeur. On le trouvera sur tous les plis. Il sera toujours sur 3 lignes et il sera toujours apposé à l'encre violette. On le verra toujours sur le recto, à quelques rares exceptions près, sur le recto du courrier. Il sera sur le verso lorsqu'on aura une carte postale. On poursuit. Donc là, je vous remontre les tarifs, hein, mais maintenant les tarifs sont strictement les mêmes que le précédent, hein. Le même type de courrier qui respecte tout ce qu'on veut. Vous voyez, cette fois-ci, on a une griffe B, alors que tout à l'heure, on avait une griffe A. Et celui-ci est un courrier recommandation. Donc il est à 11 francs 50. La recommandation avec un courrier posté au Moselle, cette fois-ci à Sarrebourg. Donc pour vous, rien de particulier, c'est pour les locaux que ça nous interpelle. Et je poursuis sur ce lit que je trouve très esthétique également. Il est très joli, avec pas mal de mersons. Un affranchissement à 11 francs 55, alors que c'était 11 francs 50 de demander. On ne voit pas souvent non plus, si vous regardez bien, on ne voit pas souvent cette marque de recommandation sur les plis du vol. Par contre, sinon, il a rien de bien particulier. Pour le suivant, sa particularité, c'est la signature de Coste. Coste a signé quelques plis, on va en voir d'autres signés. Et maintenant, on va arriver dans une partie où on trouve des marques privées. Il y a quelques plis dont celui-ci, vous voyez, sur lequel a été rajoutée la marque Paravior, Dragon de la Nam, équipage Coste, première liaison poste aérienne France Indochine. Ce sont une marque privée qu'on retrouve sur de nombreux plis. Là encore, comme tout à l'heure, on a un affranchissement avec une poste restante. Hein, c'est toujours la poste restante du 1er mai 26 à 30 centimes. Elle est comprise directement dans le prix des timbres. Il n'y a pas de, il n'y a pas de timbre taxe supplémentaire. C'est ce timbre-là à 30 centimes, puisqu'on a ici le 10 francs et là on a le 1 franc 50. Avec une caisse d'amortissement, bien évidemment. Une marque privée qu'on retrouve aussi, c'est celle-là. Par voie aérienne de France en Indochine, 18 février 1929. On retrouve aussi cette marque-là. Je vais vous en montrer deux. La particularité suivante, c'est la signature, cette Oui, fois-ci elle est plus rare, de Bellante. cette marque privée. Enfin, je l'ai rarement vue. Ben, je vais t'en présenter une seconde. J'en ai deux, puisque j'ai deux affranchissements différents. Alors, sinon, elles sont strictement identiques. Un courrier recommandé avec la vignette de la Ligue aéronautique de France. Donc, voici la première. Elles ont été toutes les deux postées au même endroit. Elles ont toutes les deux le même destinataire. Donc, forcément, elles ont le même expéditeur, je pense, puisque c'est la même écriture. Voilà la suivante.
avec un affranchissement un peu plus original. Oui. Puisqu'on est dans l'affranchissement, on va passer maintenant à des affranchissements aussi un petit peu plus hors du commun, notamment le premier, le voici. Alors, les petits-enfants d'aujourd'hui nous diraient que c'est un robot, mais à l'époque, on essayait sans doute de styliser un avion vu de dessus, Oui. avec les ailes en merson, l'empennage arrière en semeuse, la carlag en pasteur. On n'en trouve pas non plus des masses. C'est original. Elle est au tarif recommandé et tout. La personne qui a fait ça, c'est bien amusé, je pense. Il y en a une qui s'est encore plus amusée, c'est celle qui a créé l'enveloppe suivante. La voilà. Elle est de toute beauté, cette enveloppe. J'ai l'habitude de la regarder de près. Le- L'expéditeur a donc stylisé un avion avec 3 timbres. Il a dessiné autour des timbres. Et sous cet avion, ben, il a tout simplement représenté une carte du, euh, du trajet en mettant le Bourget à l'origine, en mettant Saïgan, le lieu d'arrivée, et ici, à Hanoï, juste à côté d'Haiphong, où le courrier est destiné. Il nous met bien la position d'Haiphong sur la carte. Ce courrier est très joli. Il y a juste une petite erreur, il a mal positionné. Ici, la Sicile, il aurait dû la mettre un petit peu plus bas, mais sinon, c'est du tonnerre. Il a mis des couleurs pour l'eau. On va regarder ça un peu plus en détail. Un côté de l'enveloppe, hein, elle est très longue, et l'autre côté de l'enveloppe, l'arrivée. Un militaire qui avait du temps libre. Voilà, c'est ça. Un aspirant, futur officier. Alors, on reste dans les timbres. Alors, ici, il faut la trouver, mais bon, c'est ce timbre-là, ce timbre de caisse d'amortissement. Il a, c'est un timbre à variété. C'est l'hiver Tellier 252 type 2. Alors, la variété, elle est ici dans le cadre. C'est le cadre qui ne s'achève pas. Si on regarde bien, ici, on devrait avoir 2 barres parallèles jusqu'à cet endroit-là, à peu près. Et il manque un morceau. Il faut vraiment le voir. Moi, je l'avais vu plus tard, hein, après avoir acheté le pli. Ce qui est intéressant sur ce timbre, c'est que c'est le premier timbre français imprimé en taille douce. Premier Ah thème ben ça, français. On n'a pas bien compris. Premier thème français qui quoi? après, Imprimé en taille douce. Ah, d'accord. c'est un beau timbre. Moi, je le trouve joli. Mais il est suivi par le pont du Gard. Ah ben merci pour la formation. J'ai une photo du poinçon de ce timbre. Moi, je viens de le noter comme ça. Hop, j'oublierai pas. Je poursuis. Là, on va tomber sur des caisses d'amortissement à la pelle. Tous les timbres, à l'exception du Berthelot, en bas à gauche, sont tous des timbres de caisse d'amortissement. Donc, ça a un coût, bien évidemment. Donc, l'affranchissement, lui, est à 11,60 € et le coût total bah, est à 16 francs. J'ai dit 11,60 €, c'est 11 francs 60. Et le coût total, donc, à 16 francs, ce qui nous fait 4 francs 50 supplémentaires sur ce pli pour la caisse d'amortissement. Alors, un tarif maintenant qui va nous arriver,
Un tarif, c'est le seul que j'ai à 10 francs 40, c'est le tarif d'une carte postale. C'est une carte postale ordinaire. Elle est à 40 centimes pour le transport de la carte et à 10 francs. C'est le même tarif que pour une enveloppe. Donc ça nous fait un tarif à 10 francs 40 sur carte postale. Des cartes postales, j'en ai trouvé que deux depuis que je cherche. Et la deuxième, eh ben, elle, elle n'est pas au tarif carte postale, elle est au tarif lettre. Elle a été affranchie à 10 francs 50. Donc l'expéditeur, là, monsieur Souter, à Paris, a payé 10 centimes de trop. Mais je pense qu'il n'a jamais su. Voilà pour les cartes postales. C'est rare, les cartes postales. On retombe une fois de plus sur un entier postal. Cette fois-ci, hein, sur l'autre vol. Je vous en avais présenté un sur le premier. Voici un entier postal sur le deuxième. Alors, le tarif, normalement, est pour ce pli en recommandation de 11 francs 50. Hein. Vous avez 50 centimes pour la lettre, 10 francs pour la surtaxe aérienne et 1 franc pour la recommandation. Et là, bah, on a un coût de 11 francs 40. Donc, cette fois-ci, c'est 10 centimes en moins. Mais il y a 25 centimes de payés C'est une pour les carte orphelins. postale? C'est une Non, carte. non, 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 c'est pas une carte postale, c'est une enveloppe. J'avais que deux cartes postales, elles sont passées. Tu veux que je revienne dessus? Non, 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 mais c'est comme c'est marqué carte postale dessus, c'est pour ça que je faisais la réflexion. Non, 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 c'est un entier postal. C'est pas une carte postale, j'ai regardé. Hein, ouais, non. Oui, mais c'est peut-être le tarif carte C'est postale, une non? carte entier postale. Voilà, c'est ça, c'est un entier postal, mais c'est de Un l'autre entier côté, postal, carte, c'est une carte. mais il n'y a pas de. Si tu veux, il n'y a pas de photo de l'autre côté, c'est Oui, mais vierge. c'est une carte vierge. C'est peut-être pas normal qu'elle soit au tarif carte postale. Si. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est pas anormal. Non, non, c'est pas normal. Ah ouais, j'ai peut-être pas. Ouais, ouais, Ce qui explique le fait qu'elle soit au bon tarif, hein. ouais, ouais, Non, je me non, mais suis. elle est au tarif, là. Elle est au tarif, elle est bonne, ouais, ouais, c'est vrai, C'est j'ai pas fait attention à ça. Je me suis 40, trompé. Oui, oui. un franc de recommandation, dit 11 francs 40, c'est juste. Ce qui a dû me mettre dedans, alors, c'est le fait qu'elle soit recommandée, parce que je n'ai pas vu souvent des cartes postales recommandées. Non, oui, c'est rare. Oui, il y en a eu, hein. Parce que de l'autre côté, à part la marque Paris Gare PLM étranger, on n'a rien d'autre. Oui, mais ça reste une carte postale, hein, Hmm. même si il n'y a pas d'image, hein. Donc c'est correct comme infranchissement. Ah bah donc, j'ai trois cartes postales, je viens d'apprendre ça, c'est bien. Bah, c'était même écrit dessus, hein, C'est carte, écrit dessus, ouais. comme sur le porcelain, là. Allez, on poursuit. Alors là, la particularité, bah, c'est que j'en ai pas vu non plus beaucoup. C'est une marque de Paris Bourse. Cette, euh, cette forme un peu particulière, là, au contour ondulé. Alors, ça peut laisser prédire que c'est un courrier qui a circulé par le tube, mais je pense pas. Déjà, là, le courrier est pas froissé sur les bords, il est parfaitement plat. Il n'a pas souffert, quoi, globalement. Mais j'ai trois plis avec cette Bon. marque. J'en ai pas vu souvent des paris bourse. En Et voilà au dos, encore. qu'est-ce que vous avez au dos? Rien? Il y a seulement la gare PLM, comme d'habitude. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. C'est pour ça que je pense pas qu'elle est circulée par. Il n'y a pas d'autre marque d'un bureau de YouTube. Ça arrive, oui. Oui, oui. Elle est allée directement à la PLM. Alors voilà encore une qui est quasiment identique.
La différence, là, bah, celle-là, c'est que l'affranchissement, on ne le voit pas. Alors que l'affranchissement est obligatoire sur la face avant, sur le recto, et ben, sur cette enveloppe, l'affranchissement se trouve sur le verso. Et il note bien par pari étranger, alors que ce n'était pas nécessaire de le stipuler. Et voici D'accord. tout l'affranchissement à l'arrière, avec bah, le gare PLM du 18. Celle-là, elle est arrivée in extremis. Il est même important comme un franchissement. Il y en a combien? Oui, c'est un affranchissement à 20 francs 50. Oui. Donc, elle a une masse comprise entre 10 et 20 grammes. 5, 10, 10. Oui, c'est ça. Ils se sont amusés à mettre tout un stock de Merson, de pasteurs. Donc là, il y a 10 pasteurs à francs 50, on est à 15 déjà. Ensuite, là, on a ces quatre-là qui nous font 4 francs, plus ici 1 franc 50. On est bien à 20 francs 50. Alors la griffe dont je vous parlais tout à l'heure, la griffe A, la seule que j'ai vue sur le vol, la voilà. Et à l'avant-dernière vente du CAF, ben, il y en avait une autre. Et j'étais un peu trop pingre peut-être pour miser suffisamment et ben, je ne l'ai pas eu, quelqu'un d'autre l'a eu. Donc il faut le dire à son propriétaire. Et si c'est l'un d'entre vous, ben, je vous invite à me faire un petit courrier, un mail avec le scan, s'il vous plaît, ça me fera plaisir. Ben, Michel Napon doit l'avoir s'il était dans la vente du CAF. Ah bah oui, oui, c'est vrai. Si je recherche, oui, je vais trouver l'acheteur, oui. Oui, mais surtout le scan. Oui, Ah, le scan, oui, 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 je peux. oui, c'est le scan qui m'intéresse. Oui, oui, ben, il n'y a pas de problème. Ah, merci d'avance. Alors, alors, quelle explication entre griffe A et griffe B? Aucune? Aucune, je sais pas. Franchement, je n'en sais rien. Parce que cette griffe A, elle, a été apposée forcément au Bourget. Alors que la griffe B, elle, a été sans doute apposée en Indochine. Je ne sais pas. Oui, oui, peut-être, oui. Alors, D'accord. A et B sont des bureaux parisiens et ils sont utilisés uniquement sur le courrier recommandé quand ils ne trouvent pas l'expéditeur de façon claire sur la lettre. Vous pouvez répéter un petit peu plus fort? oui, j'ai pas entendu, oui. Je disais simplement que les griffes A et B sont des bureaux parisiens et ils ont été utilisés sur les courriers recommandés quand l'adresse de l'expéditeur n'est pas suffisamment explicite sur Ah, les d'accord. courriers, donc ils allaient chercher dans les registres. Mais comment ça se fait-il qu'on trouve de la griffe B alors sur des courriers qui sont arrivés en Indochine et qui ont été accidentés là-bas, en Birmanie? Parce qu'ils sont revenus à Paris. C'est alors retour à Paris, c'est ça, d'accord. Donc frappés à Paris. Et Monsieur Fontaine, plutôt A que B, qu'est-ce qui explique le A ou le B? Là, je n'ai pas l'explication. Ce sont deux bureaux différents, c'est tout. Enfin, en termes d'explication. D'accord. Parce que le B est entre parenthèses et pas le A. Ouais. Et c'est pas systématique, ouais, donc maintenant on en connaît la raison. Ok, ben merci pour cette explication. Eh ben, je poursuis alors. La suivante, il y avait peut-être une encre de mauvaise qualité, sans doute pas de l'encre sympathique, mais lorsqu'on regarde l'enveloppe en rasant la lumière, en faisant raser la lumière, on se rend compte qu'elle est un peu incrustée et qu'il y a une adresse
qui a été en place à un moment donné et que l'encre a totalement disparu. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas d'adresse. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même l'affranchissement. Il est très élevé. Hmm. Puisque là, on en a pour 41 francs 75. Donc ça signifie que c'est une enveloppe dont la masse était environ comprise entre 30 et 40 grammes, ce qui fait qu'on va devoir payer 40 francs pour la surtaxe aérienne, 75 centimes pour le transport du pli et toujours 1 franc pour la recommandation. Avec le coût des orphelins de guerre supplémentaires, l'expéditeur en a eu pour 42 francs 15. Donc c'était une somme assez élevée pour l'époque. Si on regarde à l'arrière, on a sur celle-là le raid interrompu à l'arrière, alors qu'il aurait dû se trouver à l'avant. Et le petit plus de cette enveloppe, c'est que le récipicé, ah, voilà, le récipicé de la recommandation était avec quand je l'ai trouvé. Et sur le récipicé, bah, on voit également à l'arrière qu'il faisait un petit peu de publicité pour réduire les coûts, déjà à l'époque. L'enveloppe suivante, elle, je pense qu'elle n'a pas participé au vol. Elle a dû être frappée au Bourget, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait participé au vol, puisque déjà, derrière, on n'a pas de marque Paris-Gare PLM. La notion de raid interrompu par accident, bah, elle est manuscrite. Et puis, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé qui a pu signer cette marque manuscrite. Je n'ai pas trouvé de personnel administratif dans la liste des bah, justement des personnels travaillant au Bourget, hein. Donc, je ne sais pas. C'est pour l'instant, je la présente quand même, mais elle a que cette face avant et c'est tout. Pour continuer dans des plis un peu plus classiques, alors voilà, un autre. Alors celui-là, bah, bon, le problème des enveloppes à fenêtre, bah, c'est que quand le contenu a été retiré, le contenant ne nous indique plus grand-chose sur la destination. Une petite surprise, c'est quand même cette marque-là, retour à l'envoyeur, qui a été rajoutée, alors qu'on en a une grosse qui traverse l'enveloppe. Mais le plus intéressant se trouve à l'arrière, puisque le vol aller avait été prévu d'un vol retour. Et donc apparemment, ce pli était déjà préaffranchi pour revenir. Et bien évidemment, bah, il n'a pas été oblitéré, hein, puisque ça n'a pas eu lieu. On a aussi le timbre taxe pour la poste restante. Tout est en place, avec une vignette de la Ligue aéronautique signée Poste. par Coste. Voilà. Et Alors pour ce qui est cette du... escadrique. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu ce qui vient d'être dit là. Tant pis. Ah, c'est pas grave. Enfin, toujours est-il que le pli était affranchi au tarif en vigueur, hein, puisque là, c'est le tarif d'Indochine vers la France à 1 piastre. Le courrier classique bah, demandait 5 centimes pour être transporté, pour un moins de 20 grammes. 80 centimes par 10 grammes pour la surtaxe aérienne. Et la recommandation était de 15 centimes de piastre. Donc là, on est à 1 piastre, soit 10 francs en France. Alors, en France, on aurait payé en francs 50.
en Indochine, on paye que 10 francs. Il y a le courrier, l'envoi de courrier était plus économique de l'Indochine vers la France que l'inverse. Alors pour rester dans le même registre, j'ai cette enveloppe là où on a une multitude de retours à l'envoyeur qui ont été frappés un peu de tous les côtés, alors que la grande marque s'y trouve également déjà hein, bien en place depuis un moment. On poursuit sur une enveloppe un peu particulière également. C'est une enveloppe, alors là, c'est un peu étonnant quand même. On vous dit que le courrier est parvenu trop tardivement pour être compris dans le RAID, le BRICS. Et je pense que c'est le préposé des postes qui a dit que ça, hein, mais le courrier est confié au RAID Cost. Alors qu'on a une marque de Paris du 15 et que le vol est parti le 18. C'est assez surprenant puisque le pli aurait largement eu le temps d'aller, comme l'a demandé l'expéditeur, hein, d'utiliser le vol via Istres par le pilote Payard. Maintenant, il a peut-être été oublié dans un coin, je ne sais pas, mais bon, toujours est-il que la signification est là. Et c'est dommage, hein, puisque le vol de Payard est arrivé à destination, ou presque, mais le courrier est arrivé à destination, tandis que celui-là, non. Si je puis prendre la parole, j'ai un courrier là qui est daté du 15-2, dont les deux timbres ont été annulés, hein, et ont la griffe annulée et ont été réaffranchis pour prendre ce vol-là. Hein. Mhm. Donc, donc les griffes, donc c'était du 15 février, puis après, j'ai les timbres à date du 19 février. Je Ouais, pourrais vous envoyer le scan de ces courriers volontiers, volontiers. si ça vous intéresse, parce que j'ai débuté mes études, j'ai plusieurs courriers de cette période. C'est avec Alain Cornu. Ça remonte il y a une quinzaine d'années. Donc, faisais mes pages d'album. Donc, j'ai 4, 5, 6 courriers de cette période et c'est Alain Cornu qui m'expliquait. Donc, si vous me donnez vos coordonnées ou j'envoie Dominique Petit, je peux vous faire tous les scans de mes courriers de cette période, de ces deux vols. D'accord. Bon, je peux vous donner mon adresse mail là tout de suite. Ah ben, je note. Alors B comme Bernard, Oui, point, oui, Fox, oui, Fox, oui. le chiffre 2, Le chiffre 2. arrobase orange.fr. Orange, bon, ben, je vous enverrai ça. Ben, Et, merci d'avance. hein, et je vous dis, c'est Alain Cornu qui m'expliquait à l'époque, il y a 15 ans. Hein. Donc, j'ai ce même courrier, mais avec les deux timbres annulés et réaffranchis. Je sais pas si c'est courant. Et il a la griffe B aussi. Ah ben, on va regarder, oui, celui-là, la griffe B. Et vous voyez, la griffe B, elle est entre parenthèses à chaque fois. Le B est entre parenthèses. Là, oui, c'est le cas. Et donc, il y a la griffe raide interrompue, je l'ai des deux côtés de la lettre. Hein. Ah, il y en a deux. Oui, je l'ai recto et verso. Mhm. Ah, c'est pas courant non plus, ça. On le voit d'habitude que d'un côté, Ouais, sur la face avant. ouais. Donc, ben, je pourrais vous l'envoyer. Puis donc, dans le même ordre d'idée, je vous dis, j'ai plusieurs courriers et j'en ai un. Ben, je poursuis, puis on en parlera tout à l'heure, alors. Je poursuis donc en présentant le plus suivant. Le voilà. Alors celui-ci
n'est pas passé par la gare PLM, Paris étranger, parce qu'il a été posté directement au village du Bourget. Il a été posté le 15 et directement le lendemain, il se retrouvait à l'aérodrome du Bourget, avec cette marque particulière de l'aérodrome, cette marque supplémentaire. Donc, pas de passage par gare PLM. Bon, on voit tout de suite que c'est Paul Kodos qui s'écrit à lui-même, qui signe avec Coste. J'ai ce même pli qui va apparaître maintenant, qui est strictement identique à celui-là, à une petite différence près. L'écriture est strictement la même, tout est identique, les positions des signatures, mais on a une signature supplémentaire. C'est celle de Bellante. Et ce pli-là ne m'appartient pas, il appartient à notre président. On a deux pièces quasiment identiques, à peu de choses près. Pour poursuivre, est-ce qu'on peut considérer que la principauté de Monaco est à l'étranger? Je ne sais pas trop, mais voilà un courrier qui ne vient pas de France métropolitaine, mais qui vient de la principauté de Monaco. Alors les tarifs de la principauté de Monaco sont strictement les mêmes que les nôtres. Alors peut-être qu'on peut partir du principe que ça applique au départ de France. En tout cas, il a respecté le cahier des charges, ce pli. La marque de Monte-Carlo n'a pas été frappée sur les deux timbres. Et le courrier est en France 50 avec la recommandation. Tout est parfait. Et maintenant, on va arriver dans un pli un peu plus difficile à décortiquer. Le voilà. Alors, c'est bien un pli qui fait partie de ceux qui nous intéressent en ce moment, puisqu'on a cette marque ici, hein, particulière de la poste aérienne, et puis on peut voir difficilement, mais raid interrompu hein, par accident, retour à l'envoyeur. Mais ça a été barré. Ça, c'est pour le recto. Si on s'intéresse au verso, voilà le verso. Alors, je vais essayer de vous décrypter tout ça. On commence. Alors là, je ne sais pas si ça apparaît chez vous le texte ou c'est partiellement caché. Non, c'est propre. C'est propre. Parce que moi, j'ai une marque là. Paris 62, c'est ça, rue Saint-Ferdinand? Ouais, bon, c'est parfait. Donc, on dépose le courrier à Paris-Saint-Ferdinand. Ensuite, le courrier est transféré à la gare PLM. Là, il n'y a pas de problème. De la gare PLM, ben, ça part au Bourget. Voilà la marque du Bourget là, qui est frappée. Et puis ensuite, eh ben, il y a le vol, il y a l'accident, il y a le retransfert au Bourget, il y a la frappe du raid, retour à l'envoyeur, etc. D'accord. Mais là, un problème, ben, l'expéditeur n'avait pas noté son adresse sur le courrier. Et donc, l'idée, c'est de transférer ce pli à Paris 17 Distribution, qui lui l'a renvoyé à Paris Saint-Ferdinand, d'où elle a été postée. Et cette lettre, donc, on s'est dit que en la représentant à son bureau d'origine, ah ben, sans aucun doute, il serait possible de trouver quelqu'un qui se souvienne de l'expéditeur. Et ça a été le cas. Ça a été le cas puisque l'expéditeur, on retrouve son nom, il s'appelle Browners, il habite à Neuilly. Donc le courrier, lui, bah, repart. Il repart pour Neuilly.
il arrive à Neuilly le 28 ou le 29 février. Pas facile à savoir. Et il y a ensuite 4 représentations successives. En voici 2. En voici une troisième. Et enfin, la quatrième qui est présentée le 16 mars, avec absence systématique à chaque fois. À ce moment-là, le temps étant passé, le délai de garde est expiré et le courrier reste en attente. Alors on voit ici délai de garde expiré qui a été ensuite barré en noir. Donc ensuite, on y rajoute des inscriptions, des ratures au crayon noir et des ratures à l'encre noire. Alors l'idée, c'est que le paravion soit supprimé, donc rature en noir, le délai de garde, rature en noir, le paravion, rature en noir, et on écrit faire suivre par là, et puis là, ça sera voie ordinaire. Ça a un peu disparu, mais ça existe. Voie ordinaire. Et on raye la voie aérienne France en Indochine. Ce qui signifie qu'on remet le courrier en circulation. Une fois que c'est fait, on souligne et on rature au crayon rouge. On souligne bien faire suivre par la voie ordinaire au crayon rouge pour être sûr que ça soit bien mis en tête dans la tête des futurs facteurs qui vont avoir à le faire circuler des futurs préposés des PTT. À l'arrière, on raye toutes les mentions qui ont été rajoutées pour les courriers avisés. Et puis, hop, c'est le départ, direction Hanoï. De Neuilly, le 10 avril 29. Et le courrier donc, va prendre la voie de Paris Distribution aux environs du, j'ai pas réussi vraiment à lire, mais je pense que c'est aux environs du 13 avril. Et il va être envoyé à Marseille, où il arrivera aux environs du 15 mai. Alors, comme on est si sûr, on a tout simplement un bateau qui part de Marseille le 19 avril, c'est l'Angers, et qui arrive à Saïgon aux environs du 14 mai 29. Ce qui fait que s'il arrive le 14 mai 29, il peut être un jour plus tard, sans difficulté, à cette époque-là, à Hanoï. Ah, avec un petit délai, hein, malgré tout. Le, le destinataire. Le destinataire, lui, arrive à ouvrir l'enveloppe et respecte le souhait de la personne qui lui a stipulé des petites choses à l'intérieur. D'accord? En fait, vous allez voir, j'ai un courrier de réponse. Ah, il confie l'enveloppe au receveur des PTT d'Hanoï qui annote ce monsieur. Alors, comment il s'appelle encore? J'ai oublié ce monsieur Bailly. Il va respecter et il va confier le courrier après avoir donné une réponse. Et il vous stipule ici que nous sommes à Hanoï le 16 mai 1929 et qu'il envoie une réponse au courrier 134. Le courrier 134, c'est le courrier de recommandation 134 que je viens de vous présenter.
Alors, c'était certainement un envoi de timbre. J'en ai pas plus là-dessus, puisque l'enveloppe a dû être mise à l'intérieur d'une autre plus grande. Donc, il n'y a plus de marque sur cette enveloppe. Il n'y a plus rien. C'est plus trop. Mais toujours est-il qu'on a bien le 134 ici. D'accord? Je suis passé un petit peu vite sur cette marque-ci, mais elle a tout l'air d'être une marque d'Hanoï, partiellement visible. Et ensuite, le courrier repart pour la France au départ de Saïgon le 27 mai 29 par le paquebot d'Artagnan qui arrivera à Marseille le 26 juin 29. Alors, toutes ces précisions sur les transports par bateau, je ne connaissais pas trop le SAL, c'est Jean-Daniel Ayache et je le remercie qui m'a conseillé d'utiliser ces ouvrages-là dans lesquels on trouve pas mal de solutions à nos problèmes. Voilà pour la description de Spli qui était un peu casse-pied, un petit peu compliqué. Bailly, c'est le pilote, non? Alors Bailly, peut-être, j'en sais rien, mais je pense pas, hein. Ben, Il y a, il y a le pilote Bailly, mais lui, ça devait être, pour moi, ça devait être un spécialiste ou un vendeur de timbres de collection. je crois qu'il s'appelle Marcel aussi, le Bailly pilote. C'est un Lorrain également. Nancéen, il n'est pas messin, mais il est nancéen, Bailly. Il faudrait que je regarde. Là, j'ai un ouvrage là juste sous les yeux. C'est vite fait. Voilà, j'y suis. Bailly. Alors, c'est Paul Bailly. Ouais. Voilà. Il y en a deux. Il y a un Paul et un André. Bon, donc c'est Après, pas. j'ai pas Jacques, moi, j'ai que le Paul Bailly. Le Paul Bailly, c'était un général et le André, c'était un pilote. Ouais, donc c'est André Bailly, pas Ouais. Marcel Bailly. Pilote nancéen. Alors, le nom CA, c'est Audrey, certainement, parce que Ouais. le Oui, oui, Paul, là, oui. il est né à Nice. Exact. Oui. Et André est né à Nancy. Là. Donc, celui-ci doit être un revendeur de timbres, d'enveloppes de collection, je ne sais pas trop. Il n'y a rien de bien précis là-dedans. Bravo pour le décortiquage. Un vendeur de chaussures. C'est Bali. Ah, j'ai mis du temps, ouais, à la comprendre. Allez, on poursuit. Donc, on arrive maintenant aux enveloppes avec l'affranchissement annulé sur ce vol. Là encore, hein, non-respect là, à Marseille, hein, du cahier des charges. Il y en a pour 10 francs 50. Les 10 francs 50 sont rajoutés sur le côté et oblitérés avec la marque prévue à cet effet. Alors sur ce vol, il y a eu 542 enveloppes qui n'ont pas respecté le cahier des charges. Là, ça a été bien précisé. Ce qui n'est pas le cas de l'autre vol. Rien n'avait été, j'ai rien vu, rien n'a été défini, rien n'a été comptabilisé. Alors là, j'en ai quelques-unes. Voilà une seconde. Les 10 francs sont annulés. Le 1 franc 50 est annulé. On rajoute un 10 francs à l'avant et on rajoute 3 timbres à 50 centimes pour refaire le 1 franc 50 à l'arrière. Qui les a payés, ces timbres? C'est l'administration des postes. Une enveloppe surprenante, elle ne m'appartient pas. Elle est toujours chez le vendeur. C'est dommage, c'est une enveloppe qui fait partie des 542 qui ont été annulées.
Mais surtout, je pense qu'il y a un moment donné quelqu'un qui s'est amusé à la brûler pour pour donner un Oui. caractère plus accidentel à la chose. Alors qu'on sait très bien que aucun courrier n'a brûlé parmi tous les courriers qui faisaient partie des courriers du transport. Rien n'a brûlé. Donc c'est dommage de, on va dire, sacrifier, mutiler une enveloppe telle que celle-là. Elle est encore en vente en ce moment. Voilà la partie arrière avec les timbres qui ont été rajoutés. Alors on peut également trouver une double, une double annulation, c'est-à-dire une annulation avec une frappe et avec une marque manuscrite. C'est le cas de ce pli-là. Dont l'affranchissement là est de 10 francs 90. Et 10 francs 50 nécessaires ont été rajoutés à l'arrière du pli. Et avec de nouveau la marque du vol. Vous avez parlé d'une troisième enveloppe qui était passée par Paris Bourse. La voilà. Elle passe par Paris Bourse. Et si vous regardez bien, vous avez une marque frappée de Paris, Paris Départ, là, sur le timbre. Une marque qui n'a pas lieu d'être, puisqu'elle ne respecte pas le cahier des charges. Et pourtant, le timbre n'a pas été annulé. Alors pourquoi? Sans doute parce qu'il a été oublié. Hein, le courrier à 50 centimes, c'est le prix du transport de l'enveloppe, sans plus. Mais derrière, il y avait toute une série de timbres, et ce sont toute la série des timbres à l'arrière qui ont été annulés, et celui qui se trouvait à l'avant qui a été omis. Alors là encore, hein, c'est un échelon de poids assez élevé, hein, puisqu'on a une enveloppe à 20 francs 50. Voilà, première omission de timbre. Et puis, comme tout à l'heure, on va retomber de nouveau sur une enveloppe avec la double oblitération. Alors, une oblitération de Chartres et puis l'oblitération du Bourget. Voilà, et puis voilà la partie arrière de l'enveloppe sur laquelle on vous invite à aller visiter la cathédrale de Chartres, qui vaut le détour. C'est vrai. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois arrivé à destination, ça c'est le dernier vol présenté, c'est le dernier pli du vol présenté, des courriers avaient déjà été mis en place pour partir sur le vol retour. Mais le vol retour, malheureusement, n'a pas eu lieu. Alors les courriers ont tous été, la marque par avion est annulée. Cette fameuse marque, là, je vais la mettre un peu plus propre, là voilà. Ce premier voyage postal par avion Indochine-France, lui, c'était une grande marque bleue ou noire. Elle a été barrée également. Et le courrier, lui, a pris la voie traditionnelle, hein, qui est celle de la voie maritime, puisque le courrier a pris la voie maritime par l'intermédiaire du paquebot Compiègne, qui est parti de Saïgon le 5 mars et qui est arrivé à Marseille le 4 avril. Le courrier était censé aller à Paris, il est arrivé à Paris et il a été redirigé le 2 jours plus tard, hein, il est arrivé après être dirigé sur Calais, sans doute le lendemain, le 3. Il a été dirigé à Calais, où sans doute le commandant Pellegrin devait se trouver. Voici un pli et voici le coût. Le coût est d'une piastre 81. Donc 80 centimes par 10 grammes, là on est sur du 20 grammes.
La recommandation 15 centimes, comme tout à l'heure, ça n'a pas changé. Et on a un affranchissement à 2 piastres 01. Il y a 20 centimes de trop. Une question. Pourquoi on retrouve cette marque de premier voyage par avion, là, Indochine-France, au mois d'avril? Parce qu'elle va servir sur le vol suivant. Ah, d'accord. Elle va, elle va servir. Il y a un Farman 190 qui va faire l'aller-retour. Il va partir à vide. J'ai oublié le nom des hommes de l'équipage. Ça va me revenir. Ça va pas tarder. C'est Bailly, Marceau et Reginensi qui partent à bord du Farman 190. Ils y vont à vide parce que justement, il y a eu ces deux échecs que je viens de vous présenter, hein. Aucun des deux vols n'est arrivé à destination. Ils se sont dit c'est un peu risqué. Ils sont finalement arrivés à destination et ils reviennent avec du courrier, 44 kilos de courrier dans leur carlag. Et ce courrier est vraiment le premier à ce moment-là, celui c'est du 26 mars. Eh ben, la marque a été réutilisée cette fois-ci. Elle existait, elle n'avait pas servi, elle a été utilisée pour le deuxième voyage. Et cette fois-ci, elle n'est pas non plus barrée comme sur ce pli-là. Parce que moi, j'ai une lettre par avion Bailly, donc de ce fameux gars-là, Bailly, Ouais. avec du 11-4. Il arrive Du le. 11 avril à un Alors, départ de 7 jours. ils sont partis de France le 26. Ils sont arrivés là-bas, je ne sais plus trop à quelle date, et ils sont repartis le 12 avril. Ah, mais c'est pour ça que j'ai du 11. Ils sont repartis le 12 avril et ils sont arrivés en France le 20 avril. Ouais. Le vol aller, ils l'ont fait du 26 mars au 5 avril. Et effectivement, ils l'ont fait sans courrier. Ils l'ont fait à vide, oui. C'est Et dommage. C'est par contre, dommage. ils ont fait le retour, effectivement, entre le 12 et le 20 avril. Moi, j'ai 3 courriers du 11. Oui, donc c'est normal. Il y a eu 44 kilos de courrier. Oui, oui, oui. Et en voilà encore un autre. C'est Et joli. ce sera le dernier pli de la journée. Donc celui-là, il est assez joli. Moi, j'aime bien ces tons pastels là et puis ces différentes tas de couleurs un peu partout. Oui, très joli. Il utilise également un service accéléré. On va voir ce que c'est. Il est posté à Haiphong, donc tout en haut, hein, pas très loin d'Hanoï. Et pour aller de d'Haiphong à Donc, Saigon, d'où est on prend parti le l'avion, train, il a pris la voiture. le train et la voiture. Voilà. Donc là, c'est le détail du coût. Il est affranchi à 1,07 piastres pour un coût de 1,06 piastres. Et il a ce service accéléré en plus qui coûte 5 centimes. Et le transport se fait essentiellement par train et par voiture. Et là, ce coup-ci, là, la voiture a dû subir une petite panne, ce qui a fait que le courrier n'a pas eu un service aussi accéléré que ça. Oui, mais il était décapotable. Voilà, c'est ça. Mais elle fumait pas trop, là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ben, bravo Bernard pour cette présentation Merci. très Merci, complète, hein. super. C'est la première Vraiment fois super. qu'on nous sont présentés toutes les variantes qu'il peut y avoir sur ces vols qui sont relativement connus, mais c'est la première fois que je le vois avec l'ensemble de ces plis avec particularité. Donc tu as bien rempli ce que tu avais annoncé dans ton titre. Tous ces plis sont dans ta collection? Tu as mis du temps pour les récupérer? Ouais, ça m'a demandé une quinzaine d'années, oui. Oui, c'est ça, oui. Une bonne quinzaine d'années. D'accord. Donc oui, extrêmement intéressant. Et puis je vous enverrai, moi j'ai à peu près 7 8 plis complémentaires à votre présentation. Et puis je peux, bon, d'un courrier plus tardif,
si ça vous intéresse, c'est un courrier de 1931, parce qu'il y avait beaucoup d'échanges avec la famille Cinéus. J'ai un courrier qui est parti par un vol postal de Monaco. Est-ce que ça vous intéresse, un vol postal de Monaco du 20 mars pour Hanoï? Oui, oui, bien sûr. Tout Hein? m'intéresse, tout m'intéresse. Alors, je pourrais vous mettre donc ces deux courriers complémentaires. Donc, j'en ai un du 20 mars 31 de Monaco pour Hanoï, donc qui est parti de Monaco Principauté, avec le cachet ferroviaire de Nice à Marseille, ensuite Marseille Gare Aviation et Saigon Central où il est arrivé le 1er avril et à Hanoï Tonkin le 13. Et j'ai un échange de correspondance sur le vol retour Saigon-Marseille qui a été accidenté. C'est le 7 juin 1931. Je peux vous envoyer tout ça, Bah, merci, je suis preneur. mais je dirais que ma culture initiale, c'est avec Alain Cornu que je l'ai faite. Hein. Donc, il y aura peut-être des erreurs dans ce que je vais vous envoyer. Hein. Oh, Voilà. c'est pas gênant, hein. Tout le monde fait des erreurs. Ah, bah, L'erreur est humaine. ah oui, surtout quand je débute. Hein. Heureusement, il y a souvent Jean-Daniel qui me corrige quand je lui pose des questions. Hein. Mais extrêmement intéressant pour moi. Hein. Et je vous Bravo, en remercie. Bah, bravo, c'était le but recherché. Voilà, que ça intéresse. bravo Bernard. Merci. Si ça vous intéresse, j'ai deux lettres du vol du 19 et j'ai trois scans du vol du 16. D'accord. Je peux vous les envoyer aussi. Vous pouvez me rappeler